Ce projet a commencé sur 3 territoires. Il a commencé en 2018. D'abord à Monistrol-sur-Loire, près de Saint-Étienne, à Neuilly-sur-Marne et enfin à Dreux. Alors nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes avec une caméra et un carnet de notes. En leur posant cette question, le travail a-t-il encore un sens? Alors on a, avec cette question, allumé plusieurs petits foyers d'écriture et on constate que l'éventail de recherche est assez vaste. On part à la rencontre d'un lot de catégories socio-professionnelles importants, de secteurs d'activité multiples. Ça peut aller du directeur d'usine au gérant d'un atelier de mécanique, en passant par une assistante sociale, une mère au foyer, en réinsertion professionnelle, quoi d'autre? Une psychologue, un agriculteur aussi qui est devenu maire de sa commune, et puis des ouvriers aussi des mines et de la métallurgie, bref, des travailleurs et des travailleuses visibles et invisibles. Mais alors, celles et ceux qui, avec une grande clairvoyance, nous ont le plus crié, littéralement, cette nécessité à dire l'urgence sociale, eh bien, ce sont les soignants. Oui, pour eux, la question du sens au travail est immédiatement brûlante. Alors on les a écoutés, on a absorbé leurs paroles. On est en 2018, la pandémie du Covid-19 n'est pas encore arrivée chez nous, mais l'hôpital est déjà malade, il se décompose de partout. Il faut savoir que depuis 2003, c'est plus de 60 000 lits qui ont été supprimés par les différents gouvernements qui se sont succédés. Chose étonnante, dans cette décomposition. Et parmi ces acteurs majeurs, il y a un nom. Il y a un nom qui sort assez rapidement du chapeau. Et ce nom, cette personne, nous est présentée par le Huffington Post du 4 juillet 2020. Au commencement, c'était Jean Castex. Et oui, entre 2005 et 2007, il travaille au ministère de la Santé et il est à la charge de mener à bien 2 réformes pour la restructuration de l'hôpital public. La gouvernance administrative de l'hôpital. Alors, ce qu'il faut entendre par là, c'est que tout à coup, il fallait confier la direction des hôpitaux, non pas à des médecins, mais à des gestionnaires. Et puis une deuxième réforme de poids, celle-là aussi, qui est la tarification à l'acte. Oui, alors celle-là, il a vraiment défendu bec et ongle et il a obtenu gain de cause. On s'est d'ailleurs renseigné auprès de nombreuses infirmières de l'hôpital public sur les conséquences qu'avait cette tarification à l'acte. Et voici ce que Valérie Charvet nous répond. Quand la tarification à l'acte est arrivée, les hôpitaux se sont mis à vouloir faire du chiffre, dans une logique unique de rentabilité. Résultat, on a augmenté l'activité, mais pas le personnel. Dans un EHPAD, ce qu'on appelait le coucher du soir, c'est devenu un lancer de vieux. Des propos qui se diffusent largement et que la presse relaie, notamment dans ce numéro de Libération du 1er janvier 2018, qui a pour titre « Des soignants essorés et esselés ». Ce matin, je suis seule pour 99 patients, 30 pansements, un œdème aigu du poumon, des surveillances de chute récentes et j'en passe. Je presse mes patients pour finir péniblement à 10h15 ma distribution de médicaments qui a débuté à 7h15. Je suis stressée, donc stressante et à mon sens maltraitante. Je brusque les patients, je souhaite à personne d'être brusqué comme on les brusque. On est disponible pour personne, dans l'incapacité de créer le moindre relationnel avec les patients et leurs familles. Je bâcle et agis comme un robot. Je suis dans une usine d'abattage qui broie l'humanité des vies qu'elle abrite, qu'elles soient en pyjama ou en blouse blanche. Voilà, donc devant cet hôpital en crise qui hurle avec douleur toutes ses difficultés, le spectacle s'écrit. C'est comme ça que tu deviendras... Gabrielle, 23 ans, je suis infirmière urgentiste en CHU. Et dans notre histoire, j'ai un père. Jean Serrat. Alors, mon personnage est inspiré de la figure de Sorge Chalandon. Comme lui, je suis journaliste, j'ai été reporter de guerre, j'ai travaillé pour un journal qui est passé aux mains d'industriels, alors je l'ai quitté pour un journal indépendant. Enfin, là, au moment où je vous parle, je suis surtout aidant. J'aide mon père, Georges, il a 85 ans, il est malade. Et ce Georges, vous ne le verrez pas. Exactement, il est alité dans sa chambre et à la fin, il meurt. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. En étant aidant, je me rends compte que c'est un peu comme être mère au foyer. C'est-à-dire que vous faites 168 heures par semaine, mais pour la société, vous ne travaillez pas. Sur cette question du travail et sur le cheminement de notre écriture, on part donc à la rencontre de plusieurs personnes. Mais il y a un discours
qui nous a aussi fortement interpellés, et ce n'est plus celui de ceux qui travaillent, mais de ceux qui organisent, qui dirigent le travail, le haut de la pyramide économique et sociale. Alors là, on rencontre un gars passionnant, qui s'appelle Éric Langlais. Éric Langlais était un ancien directeur d'usine chez Nestlé. C'est un cadre supérieur qui, après une énorme remise en question, est devenu apiculteur. Alors, Éric nous livre une grande réflexion, évidemment, sur la rémunération au travail, sur son expérience, sur ce qu'il appelle les dérapages des ogres industriels, mais surtout, il tient à replacer, à recentrer le débat sur la question du bonheur, sur la question de l'émancipation au travail. Alors, à travers ces propos, grâce aux propos d'Éric Langlais, eh bien, nous allons façonner une troisième et dernière figure, celle que j'endosserai, celle de Paul. Paul, un chantre du libéralisme débridé, une figure de proue des startups dans le vent ou de certaines sociétés du CAC 40 en mal d'élan ou de compétitivité, un coupeur de tête. Celui qu'on appelait, quand un certain nombre de cas personnels devaient être tranchés. Bref, un véritable boucher des ressources humaines. Alors qu'est-ce qui prédestinait Paul à croiser la route et de Gabriel et de Jean? Pas grand-chose. Pas grand-chose, hormis le fait qu'il habite là, qu'il est un voisin, et que c'est un ami de Georges. Georges, chez qui nous sommes là, présentement, ou plus exactement, sur un petit arpent de terre, attenant à sa maison, une sorte de cours. Une sorte de cour, d'arrière-cour, De cour extérieure. à l'abri des regards, voilà, dans laquelle on trouverait une petite remise, par exemple, où il entasserait ses outils. Quoi d'autre? Un sentier qui part par là-bas, qui va dans les petits sentiers du hameau du village. Et puis, Georges, il est où, Georges? Georges, il est dans sa chambre. Voilà. Et puis il y a cette table qui témoignerait de l'amour de Georges pour la menuiserie, par exemple. Et c'est sur cette table que, parfois, après ma journée de travail avec Georges, car j'appelle ça un travail, parfois je dîne. Voilà, alors je vais me prendre un bol et une cuillère, et puis je vais manger de la soupe froide. Je mange ça depuis 2 jours. Avant de commencer, vous connaissez la recette du gazpacho? La véritable recette du gazpacho. Alors je vous la livre comme ça, pour 6 personnes, de toute façon pour l'instant on ne peut pas aller plus loin. Alors vous prenez 6 tomates, un concombre, un poivron rouge, un poivron jaune, un oignon, de l'ail, une cuillère à soupe de vinaigre, un demi-bol d'huile d'olive, du sel, du poivre, du citron, du piment, de l'eau pour diluer. Voilà, gazpacho maison, c'est facile à faire, mais il faut du temps. Et moi du temps j'en ai pas, alors je me fais du gazpacho en briques. Voilà, c'est plus pratique. Dis-moi, tu écouterais pas une petite radio là en Ah, mangeant si, avec plaisir. Fais-moi un petit bulletin, un bulletin d'information style France Inter, tu vois. France Inter, radio d'État, très bien. Séquence 1, extérieur, nuit. Il est 22h30 et avant un bulletin météo, un dernier point sur l'information du jour. Car c'est un véritable tsunami qui déferle sur les centres commerciaux et la grande distribution traditionnelle qui n'a tout simplement pas vu arriver la vague gigantesque du commerce en ligne. C'est fait. Hier soir, près de Lille, le comité central d'entreprise d'Auchan s'est réuni et a validé la suppression de 1088 emplois nets. L'objectif serait de faire des économies et près d'1 milliard en 2 ans. Et selon la Voix du Nord, les métiers concernés seraient le management de la ligne de caisse et les métiers du back-office. Le groupe dit et déclare devoir s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs comme des citoyens. Et puis, ces images qui révèlent malheureusement de nouvelles violences policières. Les événements se sont déroulés, je le rappelle, la semaine dernière, place de la République, à l'encontre de 6 jeunes à Paris. Ils auraient été captés par des caméras de surveillance et montreraient nettement que l'intervention ne se serait pas déroulée selon les règles. L'analyse à suivre. Qu'est-ce que tu fais là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue. Mais pourquoi?
Tu réponds pas au téléphone. Je t'appelle. Tu me dis, je suis chez Georges. J'hallucine que tu me parles de lui. Je sais pas depuis combien d'années j'ai pas entendu son prénom. Je te demande pourquoi tu réponds pas. Je comprends rien. Ça fait combien de temps que t'es là? Quelques jours. Mais pourquoi? L'hôpital m'a appelé. Fallait le ramener chez lui. Puis je suis resté. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est de plus en plus fatigué. À son âge, ils sont tous fatigués. Oui, mais là, il a pris un gros coup, tu vois. Il a 85 ans. Et alors? Bah, c'est de plus en plus compliqué. 85 ans. T'as vu le médecin de l'hôpital? Il dit quoi exactement? Non, mais le médecin, c'est toujours la même chose. T'as bien eu un compte rendu, je peux voir les résultats? Non. C'est juste pour savoir ce qui lui arrive. Mais on n'a pas toujours besoin de savoir en détail. T'es pas au boulot, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, quoi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas repartir, je viens de faire 3 heures de train. Quoi? Tu veux que je reparte à cette heure-ci? Bah... Bah non, non. Ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'en reviens pas de te voir ici. Moi, je croyais que tu l'avais rayé de la carte. Oui, bah, je m'attendais pas à me voir là non plus, si tu veux savoir. Donc, l'hosto t'a appelé, et toi, t'es venu. Ah oui. Mais ça te ressemble pas. Bah non. T'aurais préféré que je vienne pas, c'est ça? Mais non, mais je m'y attendais pas, tu débarques comme ça. Si j'étais pas venue, tu m'aurais rien dit. Bon, il est où, Georges, là? Bah il dort. Je reconnais rien. Ça n'a pas changé tant que ça. Si. Ça a rétréci. C'était gigantesque avant ce jardin. Non, c'est toi qui étais minuscule. Tu rigoles ou quoi? La dernière fois, j'avais 8 ans. Oh, c'est dingue. Avant, je croyais qu'il y avait une forêt, là. Ça me faisait peur. En fait, il y a que 3 poignées, quoi. Rien n'a bougé. C'est juste plus petit. Ça a jauni aussi. La neige, le soleil, ça a tout absorbé. Ouais, tiens, tu la reconnais celle-là? Quoi? Bah c'était pas ta tortue. N'importe quoi. Bah si, c'était ta tortue, elle avait un nom A. Tu l'appelais Paulina? Roberta, rien à voir. Ah bah tu vois que c'était ta tortue. Ah oui. Tu nous faisais faire le tour du potager et on l'a retrouvée dans les salades. Vas-y, moque-toi de moi. Bah, c'est pas moi qui prenais une chaise pour une tortue, hein. Mais vous savez comment en offrir une vraie aussi. Je demandais tout le temps, c'était toujours non. Ouais, surtout pas, ça faisait rire ta mère. J'ai faim, moi. T'as faim? Bah oui. Je peux pas manger de la journée, j'ai pas le temps à l'hôpital.
Alors, suite à un simple désaccord de forme, t'aurais bousculé et injurié un urologue, c'est ça? Non, c'est pas comme ça que ça a commencé, c'est Voilà, lui qui m'a fait... j'imagine très bien comment ça a dû se passer. Comment? Ne fatigue pas. Tu racontes partout qu'il t'aurait mis la pression. Mais pas qu'un peu, il a pas arrêté de me harceler, je te dis. Mais Gabriel, il t'a simplement demandé d'accélérer un petit peu, et toi tu pars au quart de tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai enchaîné 3 gardes. L'autre, il le sait, il s'en fout. Moi, j'en pouvais plus, je l'ai poussé. Mais t'as pas le droit de faire ça. Tu frises la mise à pied, tu sais. Ah, il veut me faire mettre à pied? Mais qu'il la mette, la sonde urinaire à un vieux de 90 ans en 15 secondes et sans séquelles. Je suis sûre qu'il en pose jamais, lui, des sondes. Et après, ça se prend pour des chefs de service, ces mecs. Oh, tu vas redescendre, oui. Pour ta gouverne, il a aussi déclaré que tu lui paraissais indispensable au service. Et finalement, il va pas te balancer son rapport. Bon, bah, s'il fait pas de rapport, alors il est où le problème? Moi, mon boulot, c'est de te rappeler à l'ordre. On m'a demandé de faire ça. Je t'invite donc à relire le règlement. Tu veux qu'on en parle de ton règlement? De toute façon, on est en manque d'effectifs, alors vous pouvez pas me la mettre, la mise à pied. Tu fais la maline, t'as vraiment un caractère de chien, hein? Moi, je préfère ça plutôt que de m'écraser devant des mecs comme ça. Écoute, moi, je n'ai jamais remis en question tes compétences. T'as entendu ça? Je le sais. Je le fais bien, mon boulot. Je l'ai toujours bien fait. Le problème, c'est la pression. Fais pas semblant de pas savoir. L'hôpital, c'est un terrain vague, plein de mines, qui demande qu'à exploser. Tu fatigues, Gabriel. Bah oui, j'ai explosé. Mais je suis pas la seule. Ça va pas s'arrêter là. Alors toi, tu bosses 12 heures sans manger, tu tiens toujours sur la corde comme ça? Oh là là, mais toi, papa, t'es loin d'imaginer ce qui se passe. Hein. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'on a un hôpital pilote en ressources humaines. Tu savais ça? Alors, ils nous font faire des tests pour augmenter le rendement des infirmières. Ils nous ont mis un bip dans la blouse. Le bip, il est relié à un ordinateur qui attribue une durée à chaque soin que tu dois faire. À l'entrée des chambres, il y a un détecteur. Quand tu entres, ça bip. Mettons que tu as 8 minutes pour faire ton soin, bah 2 minutes avant la fin, ça se met à clignoter. Du coup, si tu es en retard, il faut accélérer. Parce que quand la durée est atteinte, ça fait un son continu et tu dois sortir de la chambre pour que ça s'arrête. T'imagines ça? En fait, l'ordinateur, il compte que la durée du geste technique, tu vois. Comme sur un mannequin que tu regardes pas, à qui tu n'adresses pas la parole. Tu poses ta sonde, tu ranges ton matériel, tu tournes les talons. En fait, pour faire ton soin à cette vitesse, tu es obligé de mettre l'humanité au minimum. T'écoutes plus le patient, tu piques, tu piques, tu piques. On en arrive à malmener nos malades, quoi. Et t'as accepté de porter ce bip? On n'a pas le choix. Même les anciennes, elles n'ont rien dit. Tu vois que pas manger le midi, c'est pas ça le problème. Hein. Tu crois qu'il va être choqué de me voir ici? Je sais pas. J'imagine qu'il sera content de te voir. Depuis le temps qu'il ne t'a pas vu. Ça va être de ma faute à moi maintenant si j'ai pas vu Georges depuis 15 ans. Parce que j'ai dit que c'était de ta faute. N'invente pas ce que j'ai pas dit. Bon. C'est pas de ma faute non plus si tu veux savoir. Je sais qu'il a pas été un père pour toi. Pas vraiment. C'est maman qui me l'a dit. Un jour, elle est venue me chercher à la sortie de l'école. Moi, je lui ai dit, on va voir papy. Elle m'a dit, non, on va voir Georges. Ton grand-père, il veut qu'on l'appelle Georges, tu sais. Moi, j'ai pas compris. J'ai dit, il préfère que je l'appelle Pépé. Et là, elle m'a dit, non, Georges. Et ton papa, c'est pareil, il l'appelle Georges. C'était quelque chose, hein. En fait, t'avais pas de papa, t'avais un Georges. C'est vrai. Moi, j'ai un mausolée là-dedans. Je dirais pas comme ça. C'est ça qui est bien avec les morts. T'as le reste de ta vie pour faire de l'archivage. Ouais, on va laisser le mausolée se reposer ce soir, hein. Il est tard.
savais que Georges il m'a appris à faire du vélo ici? Je me souviens d'une de ces gamelles. Phénoménale. J'arrive même pas à me rappeler du vélo, juste de la gamelle. Georges il m'avait fait un pansement comme ça, 2 fois la taille du genou. J'arrivais même plus à plier le genou à cause du pansement. C'était la blessure du siècle à l'époque. Alors comme je pouvais plus bouger, bah il m'a donné plein de glace. En tout cas, Georges c'était un grand-père. Hein. Jusqu'à 8 ans, j'ai eu un grand-père. Après, plus rien. Elle a grandi, hein. C'est dingue, comme elle te ressemble. Ça me fait mal, rien qu'à la regarder. T'as vu, je me voûte. Ah, t'es plus là pour me dire de me tenir droit, alors. Alors je me voûte. Je vais me coucher. Et si tu veux me rejoindre, bah, je t'attends. Benoît Boumignon, il est 7h. Bon réveil à toutes et à tous. Et les matins de l'info commencent avec ça. Les ONG appellent cela le jour du dérèglement, car la France aurait émis en seulement 2 mois la totalité des gaz à effet de serre, normalement autorisés en 1 an dans le cadre des accords de Paris. Nous sommes donc déjà à découvert climatique, et les militants écologistes en appellent aux politiques de Paris à Bruxelles. En Libye, la trêve des 2 hommes forts du Péri ne tient manifestement pas. Et c'est d'ailleurs, d'après l'ONU, des livraisons d'armes massives des 2 côtés qui inspirent l'inquiétude. Du matériel, des munitions, des véhicules blindés, des conseillers militaires arrivent de l'Est comme de l'Ouest par avion entier. Précision à suivre de Nabila Commensurel. 30 milliards d'euros de dette pour l'hôpital public en France. Et cette dette, il faudra bien la réduire. C'est d'ailleurs une piste qui se dessinerait pour le gouvernement qui tente d'éteindre la colère des hospitaliers, car hier soir, Bruno Le Maire s'est dit favorable au rachat de cette dette par l'État. Explication de Laurent Kramer. Il pourrait muter et se diffuser plus largement dans les semaines à venir le coronavirus, qui aurait fait jusqu'à 9 morts et contaminé plus de 400 personnes en Chine, serait arrivé également aux États-Unis. De nombreux cas sont par ailleurs mentionnés au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud ou au Taïwan. Des masques pour se protéger et pour protéger les autres, voilà ce que recommanderaient les autorités sanitaires chinoises à la veille du nouvel an lunaire qui est synonyme de voyage de millions et de millions de leurs ressortissants à travers le monde. Et entre-temps, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Serra. Jean, bonjour. Bonjour. Jean, je le rappelle, vous êtes anciennement grand reporter, correspondant de guerre. Vous êtes aussi auteur de nombreux romans. Vous êtes membre du service enquête à Mediapart. Et vous vous intéressez depuis quelque temps à ce que vous appelez la question des nouveaux pères. Il y a un article qui est à paraître demain dans le journal Libération et il a pour titre « Le père est-il devenu une maman comme les autres ?» Oui, j'ai écrit cet article à partir d'une enquête réalisée par l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales.
Et 11 000 pères ont été interrogés sur leur rôle et la place qui leur a été confiée dans la société. Et il s'avère que la majorité d'entre eux veulent donner une autre éducation que celle qu'ils ont reçue de leur père. Et pour plus de la moitié, ils disent s'inspirer d'une autre figure, comme leur mère ou leur conjointe. Alors, ce qui étonne à la lecture de votre article passionnant, hein, de bout en bout, c'est que ça ressemble à une véritable révolution dans la paternité. Et oui, c'est un acquis des luttes féministes. Vous voyez, la présence d'hommes dans les préparations à l'accouchement, qu'on appelle maintenant accompagnement à la parentalité. Et la question aussi du maternage, du nourrisson et de l'enfant, qui devient un paternage. Voilà, on a donné au père une place dès la grossesse. Voilà, oui. Et ce parentage est un néologisme peu usité, mais qui existe déjà. Jean, on est maintenant fin 2019. Est-ce que dans cette interview, je peux me permettre de faire l'économie du discours, de la pensée de Françoise Dolto? Eh ben, non, on ne peut pas. C'est Toujours encore pas. très important. Bah, Hein. bien sûr. La trace qu'elle a laissée, l'empreinte. Bon, je le rappelle pour nos auditeurs, le bébé est une personne. Nous n'aurions pas un simple tube digestif dans les bras, mais au contraire, une véritable personne dans sa dignité. C'est bien ce qu'on entendait dans les années 50, tube digestif. Oh, il n'y a pas encore si longtemps. Hein. Et alors, j'insiste volontairement, hein, Jean, à quoi il ressemble ce père, ce nouveau père, ce portrait robot du père 2.0 Alors, permettez-moi, ne commettons pas les mêmes erreurs. Il n'y a pas le père, hein, comme il n'y a pas la mère. Hein. Il y a autant de pères que d'histoires filiales. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'enfant fait naître le parent en nous. C'est ça, c'est que... Voilà, on peut maintenant apprendre sur le tas. Enfin, on devient. Mais on ne fait que ça, devenir père. En fait, je pense que être père, c'est avant tout faire le récit de soi. Vous écoutez, vous en parlez si bien, on suppose que toute cette pensée que vous développez, c'est le fruit de vos batailles personnelles. C'était quoi votre éducation? Et mon père, c'était la caricature du pater familias qui fait figure d'autorité, vous voyez. Alors, vous me confiez hors antenne que vous avez vous-même vous êtes papa, vous avez une fille. Oui, qui est grande maintenant, hein, qui a pris son envol. Mais comment était-il, votre père? Comment est-il avec elle? Eh bien, comme beaucoup d'hommes de sa génération, il a été très différent. À la naissance de sa petite fille, c'est comme s'il s'était libéré de cette figure d'autorité, de ce devoir d'enseigner la discipline. Alors, oui, voilà, c'est ça qui est nouveau. Alors lui, cette génération, enfin lui et sa génération, c'est autorisé ça à être différent. Je pense qu'ils se sont adoucis, tous autant qu'ils sont. Alors malheureusement, l'heure tourne. Il nous reste à peine quelques secondes. Je voulais vraiment savoir ce modèle d'autorité qu'on lit dans votre témoignage, cet article. Vous n'avez absolument pas désiré le reproduire. Ah, évidemment pas. Non, c'est bien pour ça que j'ai écrit cet article. Non, moi, au contraire, je me suis construit vraiment contre cette figure d'autorité. J'ai voulu absolument mettre fin à une relation filiale violente. Vous savez, moi, je pense que ma définition personnelle d'un bon père, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire « je t'aime ». Eh bien, nous finirons sur ce merveilleux mot de la fin. Merci. Jean, je le rappelle, vous avez donc un article à paraître dans le journal Libération de demain. Je vous remercie beaucoup, Jean. Merci à vous. Toi, t'as fait une insomnie. Non. J'ai pas fait d'insomnie. Je t'ai entendu tourner là-haut, papa. Tu dormais pas, hein, je te connais. Tu veux pas qu'on aille voir la rivière? Non, j'ai pas envie. Et avant qu'il se mette à pleuvoir. Bah non, moi j'attends que Georges se lève. Il descendra pas, Gabriel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Faut que je t'explique. Quand je l'ai ramené de l'hôpital, je l'ai déposé ici. Je suis allé faire des courses et... en revenant, je l'ai trouvé assis par terre dans la cuisine. Il a fait une chute. Non, je sais pas, je l'ai retrouvé par terre. Bah, il a fait une chute, papa. Oui, si tu veux.
Il a vu quelqu'un après? Oui, un infirmier est venu le voir. C'est tout. Ben, c'est pour ça que je suis là. Ils sont 2 pour 3 communes. Ils peuvent pas venir tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Je m'excuse, le portillon était ouvert, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez. Paul, c'est moi, je suis un voisin, je suis un ami de votre père. Ah, Vous êtes Jean, non? Son fils? oui, c'est ça. Mais il est là. Georges, il est dans sa chambre. Comment il pourquoi? Ben, Ben, écoutez, son état général n'est pas bon, mais... moi, je l'ai pas encore vu, mais mon père décrit des signes inquiétants. Je suis parti que quelques jours, Oui, avant mon départ, on attendait le résultat de ses analyses, justement. J'avais pu rencontrer un de ses médecins et redoutait une aplasie. Pardon? Une aplasie? Oui. Et le médecin de l'hôpital te l'a confirmé, ça? Je sais pas, non? Mais comment ça, tu sais pas? Mais tu peux pas être approximatif sur un diagnostic comme ça, papa. Attends, je suis la seule compétente ici et moi, je suis la dernière au courant. Moi, je pense que Georges, on va le réhospitaliser au plus vite. Ah, ça recommence l'hôpital. T'es arrivé depuis hier, tu veux qu'il retourne à l'hosto. Mais enfin, j'ai qui en face de moi, là? Excusez-moi, mais enfin, et lui, comment réagit-il à tout ça? Lui, il veut pas y aller. Mais il est pas en état de donner son avis. Non, mais il supportait plus d'être à l'hôpital. Je sais ça. Attendez. Je savais ça. À quoi on joue? Moi, je vous parle de son droit à être soigné, d'accord? Je vous parle d'une urgence. Non, écoute, Gabriel, moi, j'ai pas demandé à m'occuper de lui, hein. Et lui non plus, si tu veux savoir. L'hôpital m'a appelé, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Seulement, voilà, il est le père, je suis le fils, qui d'autre? Le père ou pas, il y a là-haut un homme de 85 ans en aplasie médulaire qui n'a pas eu de surveillance médicale après sa chute et tu ne réagis pas? Là, on nage en plein délire, hein. Il faut que tu le ramènes à l'hôpital. Mais non, mais là-bas, il va disparaître dans le flux, c'est comme ça que vous dites, non? Mais commence pas avec ta politique. Ah ouais, mais hein, quand la ministre de la Santé est une chaîne de chez Danone, qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Parce que tu te rends en lutte, là. Le seul combat qui vaille là maintenant, c'est de soigner Georges. Alors arrête ta maltraitance à domicile et ramène-le à l'hôpital. Mais il n'y a plus rien à faire. Comment? L'hôpital peut plus rien. Voilà. C'est ce que son médecin m'a dit. Ah d'accord. Ah oui, on en est là alors. T'attendais quoi pour me le dire? Ben, j'attends pas, je te le dis. Puis fais pas comme si j'avais rien dit. Non, tu m'as pas dit que c'était fini. Mais je sais tant pas. Ah maintenant tu le sais. Je vais le voir. Je suis désolé, sincèrement. Je m'attendais pas à ce que les choses aillent si vite. J'aurais dû me taire, vraiment. Non, c'est moi, j'aurais dû lui parler hier, mais j'ai pas voulu être brusque et puis. Voilà le résultat. C'est idiot, c'est même pas salué. Oui, pardon. Enchanté. Je suis très heureux de vous voir ici pour lui. Ouais. Non, mais c'est l'hôpital qui m'a appelé. Ils appellent le fils. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est fou. Je veux dire, Gabriel, de la voir ainsi grandi. Ce que j'en savais, moi, c'était simplement des petites photos que Georges a scotchées sur son frigo. Je les ai vus, oui. Il en parle. Tellement. Hein? Enfin, quand il en parle, il parle d'une gamine de 8 ans. Je m'en veux tellement, mais d'être parti au plus mauvais moment, mais si vous saviez, j'ai pas pu faire autrement. J'étais obligé. Il était encore debout, moi, quand je suis parti. Oui, c'est comme ça, moi, je pouvais pas m'empêcher d'espérer, moi, je savais que la fin approchait, mais... C'est un lion, votre père, il a une telle force de caractère que... Vous le voyez souvent, Georges? Ah oui, plutôt, oui. Je viens le voir, oui, pratiquement tous les jours, après le travail.
D'ailleurs, Jean, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'il m'a confiées dont il faudrait vraiment que je vous parle. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu vois bien que t'es dépassé, là. Il a une escarre, tu t'en étais rendu compte? Une escarre? Non, 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 ce matin, il n'avait pas d'escarre. Mais ça peut apparaître en 3 heures. Comment est-ce qu'on peut le laisser dans cette chambre, comme ça? Dans cette odeur-là? C'est tout ce contre quoi moi je me bats au quotidien. Je comprends pas. À quoi tu joues, là? Ah, Gabriel, t'es en Qu'est-ce qui colère, se passe d'accord, dans mais ta hé, tête? j'ai pas choisi une chose pareille, hein. Comment j'aurais fait? Je l'ai pas vu depuis 15 ans. C'est l'hôpital qui m'a appelé, fallait le ramener chez lui, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais t'attends quoi? Georges, il a plus conscience de son état. C'est pas parce qu'il est silencieux qu'il souffre pas, t'as pas le droit de le laisser comme ça. Mais je fais ce que je peux, figure-toi. Moi, mon métier, c'est de soigner, ok? Pas de regarder les gens mourir. Moi, je sais ce que dirait le médecin. Il dirait que tu réponds pas aux conditions de soins nécessaires. Ce soir, Georges doit dormir à Mais l'hôpital. il veut pas y aller. Alors vas-y, dis-lui toi qui vas retourner à l'hôpital. Vas-y, dis-lui. Ah, parce que tu crois que tu vas en plus me mettre ça sur le dos? C'est toi qui me dis rien. Jean, ce que la petite essaie Non, non, de reste me en dehors dire, de ça, s'il vous plaît. Mais que vous êtes en train de perdre votre père, moi je suis en train de perdre un ami. Bon, écoutez, moi je vous connais pas, d'accord? Je sais pas qui vous êtes, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Alors allez-vous-en. Laissez-moi tranquille, d'accord? Foutez-moi la paix. Qu'est-ce qu'on fait pour Georges? Fais ce que tu veux, c'est toi qui sais. Le coût annuel des inondations liées aux catastrophes climatiques pourrait être multiplié par 100 Face à la montée des océans, les régions côtières qui en ont les moyens pourront construire des digues. Mais les plus pauvres seront condamnés à déplacer la population. Dans un monde à plus de 2 degrés Celsius, les eaux pourraient submerger les territoires où vivent jusqu'à 280 millions de personnes. Quand t'es pas d'accord, tu le dis. S'il y a un problème, tu le dis. Moi j'apprends ça. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on laisse pourrir les choses, c'est ça? Qu'on n'entend pas, on n'écoute pas, mais j'en peux plus! J'en peux plus! Tu parles! Tu pars pas! Et alors? Tant que t'as pas parlé, tu pars pas! T'entends ça? Iléa! Non! Ma grande! Je suis resté à Paris. J'avais préparé, tu sais, j'avais tellement de trucs à te dire. Iléa! Réponds-moi! Le typhon Naraiko est en approche. Un monstre va détruire les États-Unis. L'agence de météorologie japonaise a lancé un avertissement majeur. Près de 500 000 personnes sont invitées à évacuer leur domicile alors que les îles de Miyako et d'Okinawa pourraient être touchées par des vents à 215 km/h et des vagues pouvant atteindre 60 mètres. Mais pourquoi là-bas? Pourquoi justement là-bas? Pourquoi dans ce pays? Pourquoi dans ce si petit pays là? L'été, c'est joli. La saison des pluies. Des vents qui soufflent jusqu'à 250 km/h. Des typhons, on appelle ça là-bas. Ça ravage tout. Ça ravage des digues et des digues et des roches et des gratte-ciel même. On prend des tempêtes, on prend des orages. On prend de l'âge cher, oui. Mais le souffle de l'océan qui t'emporte, toi, si tu veux. Vous êtes encore là? Pardon, oui, Je me dis, c'est idiot, je suis là, si vous aviez besoin de moi, besoin de quelque chose,
Et puis je vous avoue, je n'arrive pas à rester chez moi. Ça va, ça vous a suffi ce que je vous ai apporté ou... Oui, Comment va-t-il il souffre moins là. je peux aller le voir ou... Bah, il s'est endormi. Tout à l'heure. Vous pourrez le voir. Ça va? Ah, je veux dire, ça va, Oui, c'était vous, quoi. Vous tenez le coup, quoi. Il faut. Vous êtes courageuse. Fallait le faire. Vous voulez boire un verre Oui. C'est vrai? Ah oui, Oui. avec plaisir. Ça vous va, ça? Pardon, j'ai la main lourde, j'ai pas de... Pardon. Oh, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Je m'attendais pas que les choses se passent comme ça. Moi non Je plus. veux Hein. dire, non, alors, surtout, vous excusez pas, hein. Mais non, mais c'est. Non, mais non, c'est pas à vous. Je veux dire, j'arrive comme ça, on se connaît pas, c'est pas... C'est ça. Voilà. Votre père, les deux... Vous savez. Enfin, il est où d'ailleurs Je sais pas. Tout à l'heure, vous avez eu un aperçu de la névrose familiale, mais alors. Chez nous, c'est comme ça. Gabi, elle est trop petite. Elle sera toujours trop petite. Alors on lui parle pas. Elle pourra pas entendre. Alors on enterre, on dit rien. Puis quand c'est trop énorme parce qu'on peut plus rien cacher, alors là, ça explose à la gueule de la petite. Et là, il y en a partout. Et ça pue en plus. Et dans tout ça, quelle chance! La petite est devenue infirmière. Elle s'est recoudre tout ça si c'est pas pratique. Hein? Pas facile, hein. T'es très fier de ça, Georges. D'apprendre que vous étiez devenue infirmière. Il était au courant de ça? Ouais, je sais pas comment. Comme votre maman, non? Elle était médecin. Hey. Il parle beaucoup de vous, ça vous étonne? Ah bon? Oui. Ouais. Oui. Il est même plein de vous, votre grand-père. À ce point-là? Il arrive un âge où, pour aimer la vie, savoir regarder en arrière, vous lui avez laissé, je sais pas, vous, beaucoup de traces, beaucoup d'empreintes de vous. Ce qu'il dit. C'est quoi cette histoire de peinture à la moutarde? Il m'a parlé de ça, il dit, j'ai pas. Il m'a dit sa version, mais alors je serais assez curieux d'avoir la vôtre. Il s'en souvient. Ah bah oui. Alors c'est quoi? Et vous profitez du fait qu'il tourne le dos, enfin, pour ruiner son intérieur, c'est ça? Ouais. Vous étiez toute petite, toute gamine. Mm. C'est quoi alors? Bah, moi je m'ennuyais. Alors j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai décidé de repeindre sa chambre. Élégant de votre part, ça. Hein? Je suis allée dans la cuisine et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire de la peinture. Je me souviens, j'ai pris de la farine, du sirop, De la du moutarde miel. Exactement.
Lui, il m'a dit qu'il en avait pour un long moment, ça tombait bien, moi aussi. Alors j'y suis allée. Oh, quand il est remonté, Hey, il était vert. grosse colère. Hein. Ah, je vous rassure, ça n'empêche pas d'en rire hein, maintenant. Ah bon? Ouais. J'ai voulu lui parler tout à l'heure. Il m'a rien dit. Je crois qu'il m'a pas reconnue. Avec vous, il a eu un geste. Quand vous êtes monté à porter le matériel, je l'ai vu. Il a posé sa main sur votre bras. Il vous a reconnu. Malgré l'état dans lequel il est, il vous a reconnu. Je comprends. Excusez-moi, mais quelle que soit votre situation familiale, vous n'avez jamais essayé de revenir seul, je veux dire, sans votre père. Tous les deux, j'ai cru comprendre que ça avait toujours été compliqué. Hein, mais vous n'avez jamais essayé de revenir? Non. Mais pourquoi? Mais quand on est parti d'ici, c'était clair, hein, mon père m'a dit qu'on ne reviendrait pas. Et puis après, j'ai attendu que... Georges, il m'a pas appelé non plus. C'est vrai. Et au bout d'un moment, j'ai cru qu'il m'en voulait. Mais non. Absolument pas. Je lui ai même pas dit au revoir. Quand on est parti, moi je savais pas qu'on viendrait pas. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi tout ça. Mon père c'est un spécialiste de l'esquive. Mes questions glissent sur ses bras, tombent dans le noir, alors j'arrête d'en poser. Puis, pour tout vous dire, C'était... Je m'en foutais. À cette époque-là, ce que je voulais, c'était ma mère. Je voulais ma mère, j'avais 8 ans et je la voulais, c'est tout. J'aurais préféré qu'elle soit là encore. Je sais pas si Georges vous a raconté. Quoi? Elle aussi, il parle. M'a montré des photos aussi. C'est terriblement troublant. Vous lui ressemblez. Beaucoup. La dernière fois que j'ai vu cet endroit, c'est le jour où ma mère est morte. Cette nuit-là, la nuit d'avant, je dormais chez Georges. Parce que ma mère était de garde. Et le matin, elle n'est pas venue me chercher. J'ai vu mon père arriver ici en courant. Il m'a attrapée dans ses bras. Il me serrait dans ses bras tellement fort que je ne pouvais même plus respirer. Il ne se rendait pas compte qu'il m'empêchait de respirer. Il criait, Georges. Criait lui aussi. Il m'a trimballé d'une pièce à une autre. Et puis, je me suis retrouvée à l'arrière de sa voiture. J'ai eu peur. Il roulait à toute vitesse. Je revois dans le rétroviseur son visage. Ses yeux crispés, pleins de... injectés de sang, des yeux de fou. Je me retrouve sur le parking de l'hôpital. Mon père
sors de la voiture, il m'oublie à l'arrière, je me retrouve toute seule. Puis je sors, moi aussi, je vais rejoindre mon père. Il est à l'accueil. Il y a un homme qui pose sa main sur son bras. Je sens les mâchoires de mon père se tendre. Des infirmiers qui arrivent en nombre, qui tentent de le calmer. Et puis un homme qui sort de nulle part et qui dit non. Et là, mon père se débat et s'écroule. Et puis, c'est le silence. Et c'est dans ce silence que je comprends le désespoir. Je comprends les cris de mon père. Mais vous avez dû faire l'expérience de la survie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi vous m'écoutez comme si on s'était toujours connus? Je sais pas, je vous l'ai dit, je suis un ami de votre grand-père. Et après tout ce qu'il a fait pour moi, Je comprends pas. Moi, je vous connais pas, en fait. Hein. Vous êtes qui? J'aimerais bien connaître votre histoire. pas d'histoire, moi. On a bien tous une histoire à raconter, non? Non, Je sais pas, je viens de vous parler de ma mère. Là. Et alors, je ne vais pas vous parler de la mienne. Elle est morte, votre femme. Moi, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du jour de sa mort. Je m'en souviens pas. Et je me souviens pas de son enterrement non plus parce que je l'étais pas. Je l'étais pas, je travaillais. Ça vous choque? Bah, un peu, ouais. Vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière non plus. Hein. Puis je vais vous avouer, à commencer par moi. Hein. Je travaillais. Je travaillais, je faisais que ça, je travaillais. J'étais bon qu'à ça, moi, à l'époque. Bah, c'est bien ce qu'on attendait de moi, de toute façon. Un travail, vous voyez, qui exigeait, moi, que je me coupe de toute forme d'émotion, tout. Ouais, mon travail avant, moi, c'était de supprimer des postes sur le papier, des postes, surtout, sans même imaginer qu'un poste pouvait cacher derrière une personne. Vous voyez, non, ben non. Impossible que je vois qui que ce soit, bien sûr. Quelques petits grains de sable viennent se dissimuler, se glisser là dans leur machine, leur broyeuse là. C'est ça que je suis devenu une bête de travail, une bête de somme à leur service, un tueur, voyez-vous, un tueur à sang-froid, sans cœur, sans rien, sans désir, sans émotion, sans rien. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Je vais vous laisser, je crois, en famille c'est mieux. Elle s'appelait Sarah. Votre maman? Oui. Je sais. Ça me fait du bien. De dire son prénom. Ça me Gabriel, fait s'il du te bien, plaît, pas ça. Quoi? Je peux pas parler de ma mère. Vous aviez des choses à me dire, vous avez dit ça tout à l'heure. Écoutez, il est tard là, je repasserai voir Georges. J'ai besoin de si ça savoir. vous dérange pas. S'il vous plaît. C'est pas facile.
Votre père m'a parlé. Ah, Georges parle maintenant. Ah, moi, il a beaucoup parlé. Parle à son voisin. C'est bien. C'est bien. Et de quoi il vous a parlé? De lui. Oui. Ces derniers temps, il parlait beaucoup. Beaucoup. D'ailleurs, de lui, de vous, d'elle. Je sais pas s'il sentait les choses arriver, mais... Ça doit être ça, oui. Votre père? Georges. Moi, je l'appelle Georges. Ah oui, j'oubliais cette fameuse distance qu'il existe entre vous. Hein. Georges. Georges, Je préfère. vous savez comment, quand je suis arrivé ici, moi, j'étais qu'un manque à rien. J'étais totalement rincé, lessivé. Il n'y a pas grand monde, hein, qui s'est proposé de m'aider, qui... Voilà, votre père était là, voilà, lui, il m'a tendu une main, vous voyez, un jour, il m'a aperçu sur le toit de ma maison, en train d'essayer tant bien que mal, de réparer un peu les dégâts du temps, et apparemment, je ne me prenais pas très bien, hein. Il n'a pas pu résister, il est monté à l'échelle, et puis il m'a montré. Il m'a montré. Et il s'est mis à côté de moi, on a travaillé, et c'est vrai qu'il était pas bavard à l'époque. Ben, ça m'arrangeait bien, moi j'avais pas envie de causer, alors... Mais à deux, on avançait bien, vite. Puis le lendemain, il est revenu, puis le surlendemain, puis on a fini par la terminer, cette toiture. Après, c'est moi qui suis venu ici, vous voyez. Je suis passé le voir, pas lui rendre visite. Comme ça, de fil en aiguille. Il m'a accordé sa confiance, quoi. Je me souviens, c'était au beau milieu de l'hiver, j'étais mal. Excusez-moi, mais où vous voulez en venir? Ben, que je suis pas camoisin, vous voyez. Je crois que... Aujourd'hui, votre père, c'est un véritable ami, vous voyez. Je sais que c'est réciproque. Un ami avec 40 ans d'écart. Oui, c'est juste ce que vous dites, là. J'aurais tout aussi bien pu vous dire qu'il était devenu comme mon père. D'accord. Carrément. Et à quoi vous jouez, là? Mais je ne joue pas, Jean. Je vous explique ce qu'il en est pour lui. Pas moi qui était... C'est vous qui étiez absent. Moi j'étais présent. C'est vous qui avez choisi le silence. Qu'est-ce que vous êtes raconté dans votre tête? Qu'il allait vous attendre sur le pas de sa porte pendant 15 ans? Mais sa vie, elle s'est pas arrêtée du jour au lendemain. Et tant mieux, quoi. Georges s'est réveillé. Il vous réclame. C'est vrai? Pardon. Vous savez, moi, j'ai plus rien à jouer vis-à-vis de Georges. Plus rien. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comme ça. Bon, écoutez, apparemment... Oui, on parle pas du même homme, on parle pas du même Georges. Hein. Non. Oui, bah, c'est peut-être ça qu'il est difficile d'entendre pour vous, mais... Je crois, oui. Mais ça vous arrange bien, ça. C'est pas fini, vous savez, hein. C'est jamais fini. Sarah, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Non, mais descends de cette moto. Elle est pas à toi, cette moto. Ah oui, d'accord, t'aimes les motos, mais c'est pas une raison pour en voler une. Allez, descends, mais il y en a plein des motos, il y en a partout. Descends de cette moto, allez. Ah, attendez, je vous plante le décor. Là, actuellement, avec Sarah, on est à Gemaizeh, c'est un quartier de Beyrouth. Et pendant la guerre, il y a des appartements qui se transforment en boîte de nuit. Et Sarah m'avait invité, on se connaissait depuis une semaine et déjà je pouvais plus me passer d'elle. Alors, on a bu, on a ri, on a dansé, et puis au bout d'un moment, elle m'a pris par la main et elle m'a emmené à l'arrière de l'immeuble sur un terrain vague avec une forêt de motos dessus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur les motos et elle essaie de les démarrer. Sarah, arrête! Sarah, tu vas pas voler une moto! Arrête! Non, ne vole pas cette moto, ça! Je t'en trouverai d'autres des motos, mais il y en a plein à Beyrouth des motos! Comment ça, je suis dégoûté? Non, mais je sais pas dégonflé, c'est pas... Oui, pas vraiment, mais... Non, mais elle l'essaye, mais elle la vole pas!
non, non, allez. Non, non, pas la police, pas la police. Non, 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 Sarah, démarre la moto. Démarre la moto. Démarre la moto. Non, mais attends-moi. Attends-moi. Elle est pas... Elle a pas volé une moto, elle a volé un Solex. Alors on est parti. Elle devant, moi derrière, on a roulé jusqu'à Saint-Pierre. C'était ça, Sarah. Médecin le jour et voleuse de moto la nuit. Vous en avez mis du temps. Il vous a parlé? Oui. Enfin, un peu. Très fatigué. Puis il est très faible. Il va l'être de plus en plus. C'est idiot. Je connais ça à l'hôpital, je veux dire, j'ai l'habitude. Je sais qu'il se relèvera pas. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est mon grand-père. Pourtant, c'est un étranger. Je connais pas beaucoup son grand-père. Hein. Pas vraiment, non. Pas parmi que je vais le connaître. C'est étrange. Vous savez que lui aussi, toute sa vie, il a été hanté littéralement par la figure de son propre père. Un homme qui a eu un comportement pendant la guerre assez trouble avec l'occupant, non? Il paraît, ouais. Tu savais? Continuez, ça l'intéresse. Pas que c'était insupportable pour lui. Qu'après la guerre, il a dû vivre sous la coupe d'un homme, d'un père très autoritaire. Dans une maison faite de silence, où personne ne lui demandait de penser, mais d'obéir. C'est de là, sans doute, qui conserve une certaine rigidité que vous ne cessez de lui reprocher, mais qu'il a reproduit malgré lui, sans doute. Et vous direz, le salut qu'il a trouvé dans le travail, il rencontre un gars, à l'époque, un maçon, dont il devient l'apprenti, un type formidable. Ce que j'ai cru comprendre, avec qui, oui, il a entrevu, heureusement, d'autres valeurs. Alors, il a peut-être pas pu s'affranchir de son propre père, mais là-bas, je sais pas, je pense qu'il s'oxygénait. Il a trouvé un vrai bol d'air, quoi. À l'époque, oui, il y avait pas mal de boulot, d'immeubles à reconstruire, bombardés pendant la guerre. Ouais, moi, il m'a raconté sa découverte petit à petit de la vie, un refuge absolu dans le travail. Moi, j'avais que ça à faire, j'avais perdu mon emploi, j'étais redevenu propriétaire de mon propre temps. Alors, vous imaginez... Votre emploi? Liquidateur? J'étais, oui, chargé de... Non, plutôt de la restructuration des grandes entreprises. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Liquidateur, quoi. Restructuration. Oui, j'arrivais dans une entreprise, oui, qui ne se portait pas bien et j'étais chargé de la relever. Un boulot de merde, ça. Mais bon, bien payé, j'imagine. Vous ne croiriez pas si je vous disais combien. Je suis parti avec des sommes
indécente. Combien? Mais papa, quand même. C'est mon boulot de poser des questions. Mais tu t'arrêtes jamais. Alors, qui est devenu le liquidateur? Mais qu'est-ce que vous cherchez, Jean? Ah, j'aimerais savoir qui j'ai en face de moi, en fait. J'étais pas là, moi, ces dernières années, et quand je débarque, je tombe sur un ponte du libéralisme atterri chez mon père, devenu son ami, enfin non, mieux que ça, apparemment un fils choisi. Vous étiez chez les papes du système, pourquoi en sortir? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous voulez entendre? La vérité. Oui, la vérité, mais quelle vérité? Vous faites semblant de vous intéresser à moi? Vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez, mais... Je sens votre agressivité monter derrière votre air détaché. Cette façon que vous avez de balayer la vie d'un revers de main, là. Il supporte pas ma présence, hein. Vous supportez même pas l'idée qu'il ait pu m'avoir dans sa vie. Mais il n'a jamais considéré son propre fils. Alors pourquoi vous? Parce que je suis comme lui. Voilà. Tous les deux. On va faire ce qu'on peut, là, dans un océan de solitude, là. Je crois que je lui ai jamais fait peur, moi. Parce que peut-être que je lui ai peur, moi. Ben, je crois, oui. Ah. Oui, je crois qu'il comprenait pas ce que vous faisiez. Ce qui vous distinguait l'un de l'autre. Il avait peur, oui, il avait peur. Il avait peur de ne pas se reconnaître. D'accord, bah admettons qu'il se soit reconnu en vous, le self-made man. Ça me dit toujours pas pourquoi vous avez atterri ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez sauté du train en marche? Pas vous qui décidez de votre chute, hein. Non, c'est eux qui vous jettent par-dessus bord. Ah, vous avez désobéi? Comment c'est arrivé? Comment le doute a pu s'installer, là? Comment j'ai basculé d'un camp à l'autre? Je sais pas. Ce jour, sans doute, où cette femme est entrée dans mon bureau et que je devais la licencier, vous voyez. Pour quel motif? Oh, il n'y avait pas, hein. Il y avait une charrette qui passait par là, fallait qu'elle rentre dedans, c'est tout, hein. La crise. Gabriel. Toujours la crise. Elle rentre dans mon bureau, elle s'assoit, alors que le protocole l'interdit. Formellement, je ne dois voir personne, jamais. Elle s'assoit, elle me dit qu'elle est enceinte, que son père est malade, qu'il faut qu'elle s'en occupe, que... Des choses que je ne dois pas entendre. Elle supplie, elle me dit qu'elle ne doit absolument pas perdre, elle ne peut pas se permettre, elle ne doit pas perdre son emploi. Je me souviens, je lui propose ce que je proposais à tous. Ils n'ont pas le choix. Ils finissent tous par accepter. Ce qu'elle a fait. J'ai taillé dans son salaire. Le soir, je rentre chez moi et je suis pas bien. Je me vois, il y a une... Pour la première fois de ma vie, je me demande si j'ai véritablement fait les bons choix. Bon, alors, ça ne m'empêche pas de dormir, hein. Le lendemain matin, plus aucun doute, je me dis non, mais non. Je veux dire, si je pliais devant une seule d'entre elles, mais tous les rapports de force seraient inversés. Mais les autres jours, le lendemain, le surlendemain, cette petite voix, elle revient m'agacer, me titiller, là, jusqu'à m'épuiser. Et je finis même par l'attendre. Je me souviens, c'est aussi l'époque où on m'envoie dans une entreprise qui ne se porte pas si mal, celle-ci. Je discute avec le directeur d'usine et puis il me dit bon, ben, je dois m'adapter, vous voyez, aux mutations de mon secteur. On exigeait de lui qui, je sais pas, plus de souplesse. Vous savez, c'est pas quand ça va mal qu'il faut supprimer des postes, mais quand ça va bien, quand ça va mal, c'est trop tard. Mais là, je sais pas, je veux pas. Je refuse ça, je ne veux pas. Je veux écouter. Pour la première fois, je veux opérer autrement. Je veux analyser. J'ai envie de mettre la question du travail sur la table autrement. J'ai envie de comprendre les choses, les gens. Si on leur lâchait la bride, mais je sais pas, les effets sur la production seraient majeurs. Mais je suis bien le seul à penser comme ça. Non, la direction, rapidement, me fait savoir que je représente un risque de déstabilisation pour toute l'entreprise. Et me remercie, séance tenante. Et là, dans cette branche, on a rapidement fait de vous stigmatiser. Hein, et alors, on ne m'a plus jamais appelé. J'ai plus jamais retravaillé. Mais heureusement que j'avais plus envie. Ben non, j'avais pas envie. J'avais plus envie. Pas comme ça, en tout cas. Hein. Ça ne me dit toujours pas comment vous avez atterri ici. Je vous l'ai dit, il y a 2 ans, j'arrive ici, je suis rien. Je
suis à la rue, quoi. Et puis ça a été la dégringolade. J'ai perdu mon emploi. Et puis tout ce qui s'ensuit. Vous savez, Gabriel, quand vous rentrez chez vous et qu'à la place du rire de vos enfants, ben c'est l'absence qui surgit, ça fait un drôle d'effet. Hein. Vous avez des enfants? Oui. J'ai 2 filles. Elles sont restées avec leur mère. Et quand j'arrive là, ben Georges, il m'écoute, vous voyez. Des heures, il m'a écouté. Moi, j'étais sûr que j'allais me planter. Je voulais reprendre les choses à zéro, je voulais repartir. Mais je ne savais pas comment faire. Tout m'était compliqué, mais je sais pas, il m'a montré les choses, il m'a expliqué qu'on pouvait tourner différemment. On soupçonne pas, vous savez, on soupçonne pas ses capacités à changer. Le poids des décisions et l'effet que ça peut produire. Je fais du miel. J'ai une quinzaine de ruches à côté. Alors oui, c'est pas grand-chose, hein. Je reprends les choses petitement. Mais je suis bien, je veux dire que j'ai du plaisir. Parce qu'il m'a redonné le goût, il m'a redonné l'appétit, il m'a redonné le sens du travail. Je suis libre. Ben voilà, moi je crois qu'il m'a... Cet homme-là, il m'a probablement sauvé la vie, vous voyez. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Il faut que je respecte ma promesse que je lui ai faite. Quelle promesse? Avant que je parte... il m'avait confié... Il sentait les choses arriver, il sentait que c'était pas bon, oui. Il m'avait confié sa volonté de mourir dans la dignité, au moins. C'est-à-dire? Il avait pris le temps de rédiger des directives anticipées. Il m'a désigné comme personne de confiance, vous savez. Il a écrit sur ce document, il a exprimé sa volonté dite libre et éclairée. Il demande là-dedans à bénéficier d'une sédation profonde et continue. Son médecin traitant est au courant, il peut même effectuer l'acte. Attendez, vous êtes en train de dire que Georges aurait mis entre vos mains lors de sa mort, c'est ça? Non, il demande simplement à décider pour lui-même. Attendez. Moi, je suis arrivée hier soir. Je retrouve mon grand-père ce matin, si on peut appeler ça retrouver. J'apprends que c'est fini, qu'il ne nous reste plus rien à vivre ensemble pour qu'un parfait inconnu décrète par procédure ses dernières volontés. Non, Gabriel, attends. Non, je crois que t'as pas compris. Personne n'aura droit de vie ou de mort sur lui ici. Vous m'entendez? Vous vous trompez. Moi, je ne veux avoir de droit ni sur sa vie, ni sur sa mort, ni quoi que ce soit. Moi, je vous transmets juste ces dernières volontés, mais c'est à vous. C'est à vous de savoir si vous voulez les entendre ou pas. Hein. Mais la mort, ça se décide pas autour d'une table. Gabriel, calme-toi, c'est Georges qui a écrit ça. La mort, ça t'emporte malgré toi. Ça n'attend rien ni personne. Ça t'arrache ta mère pour grandir. Non, qu'est-ce que tu fais là? Ça t'arrache la mort. La mort, ça t'arrache et t'as pas le choix. Là, c'est pas la même chose. La mort de Georges, c'est pas un coup de couteau dans l'eau, c'est lui qui le veut. Mais comment tu peux dire un truc pareil? Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives à ce point-là? Un étranger te met la mort de ton père entre les mains et ça provoque rien de plus chez toi? Mais quel fils tu es, toi? Ça fait je sais pas combien de jours que tu tournes en rond, là. T'es même pas capable de monter dans sa chambre. Même pas capable de lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as toujours maintenu le silence autour de la mort de maman? Non, il n'y a pas de silence autour de la mort de ta mère, il y a un accident de la route. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je te dise? T'étais une enfant. Mais il n'y a plus d'enfants ici. Où est-ce que tu vois une enfant? Il n'y en a plus. Alors maintenant tu me parles. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte de cette maison pour plus jamais revenir?
va! Jean. Quand tu es né, c'est ta mère qui a décidé que tu grandirais en France. Elle a pris un poste à l'hôpital, sans m'en parler. Alors on est rentré. Et moi, tu comprends, moi j'étais reporter de guerre. C'était ça ma vie. Ah, moi, cette vie-là, elle m'allait pas. Je tournais en rond, je m'ennuyais. C'est comme ça. Je peux pas vivre sans mon métier. Alors quand t'as eu 5 ans, ça a été plus fort que moi, je suis reparti en zone de conflit. Et là, je te jure, je me suis senti revivre. Et ta mère, elle m'en voulait terriblement, elle n'acceptait pas ça. Mais c'était plus fort que moi. Alors je suis parti, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Et ta mère, elle faisait ce qu'elle pouvait. Avec cette peur, cette angoisse que je lui suscitais. Et puis elle était dépassée entre elle, son boulot. Et puis un matin à l'hôpital, appelé. On m'a dit que Sarah était en réanimation. Alors j'ai pris le premier avion, je suis venu te chercher. J'ai couru à l'hôpital pour la retrouver, mais je suis arrivé trop tard. Elle est partie toute seule. Et vous savez ce que Georges m'a dit? Il m'a dit, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Il m'a dit que si j'étais pas parti, Sarah, elle sera encore en vie. Il m'a dit que je l'avais tuée. Il avait raison. J'avais tué Sarah. Alors il fallait payer. Fallait te donner pour 2. Alors je suis plus jamais reparti et je me suis accroché à toi. J'ai laissé mourir mon père sans écouter ce qu'il avait à me dire. Tu sais, je crois que j'aurais pas survécu sans toi. Je ne l'ai pas questionné. En tout cas, je serais pas devenue cette femme-là. Il est mort en parfait inconnu, dans un coin de silence. T'as toujours tout fait pour moi. Même mal. T'as toujours tout fait jusqu'au bout de toi. C'est ainsi que commence votre roman, Jean Serra. Nous avons le plaisir de vous retrouver ici même dans ce studio de la Maison de la Radio, et c'est la rentrée littéraire qui nous en donne l'heureuse occasion. Vous êtes, je le rappelle, journaliste, essayiste, et je vous avais interviewé il y a assez peu de temps au sujet de ces nouveaux pères que vous questionniez, une enquête qui a fait date d'ailleurs depuis, et vous revenez aujourd'hui avec un projet plus personnel, un roman autobiographique entièrement tourné sur la relation à votre père. Alors avant que nous échangions, si vous le voulez bien tous les deux, je vous propose d'écouter la voix de Vladimir Yankelevitch, que vous citez souvent d'ailleurs dans un certain nombre de vos travaux. Il nous parle ici de courage. De courage et ce que ça impliquerait d'une relation à autrui. Et il dit cette chose incroyable que, selon lui, il n'y a pas de courage vis-à-vis de soi-même. C'est une archive, Ina, datant du 30 décembre 1971. À vous dire vrai, je ne sais pas si j'ai parlé du courage d'être soi-même, mais je crois que c'est un peu métaphorique.
Et si j'en ai parlé, j'ai eu tort. C'est comme les gens qui parlent de la sincérité avec soi-même, ce sont des façons de parler, comme le coucher du soleil est une façon de parler. On dit que le soleil se couche alors que c'est la Terre qui tourne. On peut dire que je suis sincère avec moi-même par manière de dire, n'est-ce pas? Parce qu'il manque à cette sincérité l'élément essentiel, qui est l'opinion d'autrui, qui est le courage par rapport à autrui. Une sincérité qui n'implique pas de courage, vous me direz, il faut du courage pour s'avouer ce que l'on est. Mais en réalité, je le sais ce que je suis. Alors, ce livre, Jean, est-ce un acte de courage? Non, non, je ne crois pas, non. Et puis, je suis mal placé pour parler de mon courage, parce que moi, je suis d'accord avec ce que dit Yankelevitch. Je ne peux pas juger mon propre courage. Pour juger mon courage, il faut l'opinion des autres. Et puis, pour vous dire la vérité, pour écrire ce livre, je ne me suis pas confronté à mon père, donc... Mais vous l'avez écrit pour lui? Non, je l'ai écrit pour moi et pour ma fille. Vous savez, mon père a planté en moi la graine de la colère et j'ai toujours eu peur que cette colère prenne trop de place. Alors, pour la combattre, je suis allé la brûler dans des endroits de danger, des endroits de guerre. Et plus j'étais proche du danger, et plus cette colère s'apaisait. Je crois que sans la guerre, je ne serais pas devenu père. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, je commence à vous connaître un petit peu, Jean, si je peux me permettre, et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de recevoir enfin un homme apaisé. J'en trouve la porte de l'apaisement, oui. Non, c'est vrai, je suis plus apaisé maintenant qu'à 20 ans. Mais vous savez, en même temps, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je m'apaise totalement. Parce qu'il faut toujours rester vigilant. Vous savez, les gens disent qu'il faut tourner la page, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis qu'il ne faut pas tourner la page. Parfois, on marche dans la rue, on croise des gens comme ça, et on ne s'imagine pas qu'ils peuvent devenir des monstres. Mais si la guerre arrive tout à coup du jour au lendemain, certains vont devenir des monstres. Et j'aime à penser qu'il n'y a pas les monstres d'un côté et moi de l'autre qui est un mec bien. Je sais qu'il y a un monstre en moi. Et ce monstre, je passe ma vie à le combattre. Il y a quelques années, j'ai été voir un kiné pour un problème de dos et il m'a dit, c'est bizarre, vous marchez sur la pointe des pieds. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis, Jean est très grand, il fait près d'1m90. Oui, j'ai fait 1m90, mais toute ma vie, j'ai marché sur la pointe des pieds pour pas déranger mon père.